Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Une motion de censure votée et c'est la chute du gouvernement Barnier, mais aussi une journée de mobilisation générale dans la fonction publique. Une mobilisation inédite, on en parle tout de suite dans le Grand JT. Les accidents de la vie domestique peuvent arriver aux enfants si on ne fait pas preuve de grande vigilance. Et pour cela, je vous propose de découvrir un jeu en ligne qui sensibilise à ces dangers de la maison. Ce sera en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde vous présentera l'une des dernières tendances des réseaux. Ça s'appelle Women in Mansfield. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité de l'éducation avec Shirley. Shirley, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Et maintenant, comment gouverner la France? C'est la question qu'on va se poser. On ouvre ce journal avec la chute du gouvernement Barnier, avec lui les mesures qu'il avait envisagées pour le budget 2025. Le Premier ministre a en effet remis sa démission au président ce matin à l'Élysée et la France est en train de vivre une situation absolument inédite. Michel Barnier n'aura tenu que 91 jours à Matignon. L'ancien commissaire européen devient ainsi le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. C'est aussi la deuxième fois seulement qu'un chef de gouvernement est renversé par une motion de censure, après Georges Pompidou en 1962, parce que c'est bien à la suite d'une motion de censure que Michel Barnier a dû faire ses cartons. Écoutez, ça s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale. La première motion de censure est adoptée. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour annoncer l'adoption de cette motion de censure. 331 députés l'ont voté, ceux du Rassemblement national, de la gauche et du camp d'Éric Ciotti. Désormais, comment les députés comptent-ils continuer à travailler à l'Assemblée nationale? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis du prochain gouvernement? Dans le camp LFI, on ne change pas de posture. Le président doit d'abord tomber. La députée Mathilde Panot était au micro de Jeanne Serrin sur France Culture. Par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue. Eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Et contrairement aux Insoumis, le Rassemblement national dit qu'il ne s'opposera pas au prochain gouvernement et ne souhaite pas la démission d'Emmanuel Macron, même si ses députés ont voté pour la motion de censure déposée par la gauche. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la chef de file du RN, Marine Le Pen, hier soir sur le plateau de TF1. Côté PS, on souhaite le retour des négociations et pour cela, rien n'est moins sûr. Le député socialiste Arthur Delaporte sur France Culture. Les macronistes étaient jusqu'ici dans une forme de déni. Maintenant que le gouvernement est tombé, il va bien falloir qu'ils commencent à discuter. Et pour d'autres, comme pour certains députés du MoDem, on souhaite trouver un compromis sur les textes avant de trouver un Premier ministre. Parce qu'en effet, en attendant, le budget 2025 reste en suspens. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que va faire le président Emmanuel Macron, Shirley? Alors, plusieurs options s'offrent à lui. Pas de dissolution de l'Assemblée nationale possible avant l'été prochain. Donc, il lui reste 1. La nomination d'un nouveau Premier ministre. Et contrairement à la dernière fois, le président s'est engagé à ce que les choses aillent vite. 2. Emmanuel Macron pourrait laisser le gouvernement sortant gérer les affaires courantes. 3. C'est une possibilité et on en parle beaucoup. L'article 16 de la Constitution donnerait exceptionnellement au président les pleins pouvoirs exécutifs et législatifs, et ce notamment pour éviter le shutdown et faire adopter le budget. C'est un article qui peut être utilisé par le président en cas de crise. Sinon 4, il pourrait démissionner. On en sera plus en tout cas à la fin de son allocution, l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir sur TF1 et en ce moment d'ailleurs et ces prochains jours, on l'espère. Quel que soit le gouvernement, en tout cas, leurs revendications sont les mêmes. Les fonctionnaires sont descendus dans la rue aujourd'hui pour réclamer des meilleures conditions de travail suite à l'appel à la grève des syndicats en ce jeudi 5 décembre. L'ensemble des secteurs de la fonction publique est concerné, depuis les collectivités territoriales à France Travail, en passant par l'éducation et les transports, gel du point d'indice, délai de carence pour les congés maladie, suppression de postes. Toutes ces mesures combattues par les syndicats ne sont plus d'actualité avec la chute du gouvernement. Et pourtant, la grève a été maintenue pour sensibiliser les Français à la baisse des dotations publiques, à l'état des hôpitaux, des écoles et des universités. Grève qui a été très suivie aujourd'hui, service au ralenti, transport perturbé, des vols annulés. Très forte mobilisation aussi du côté des syndicats enseignants, avec 50% de grévistes dans les collèges et les lycées et 65% à l'école élémentaire. Car si les 4000 suppressions de postes ne sont plus à l'ordre du jour, les arbitrages
arbitrages budgétaires pour la rentrée se font maintenant. Romain Allard, secrétaire départemental du syndicat FSU, était au micro d'Aurélie Jacquan sur France Inter. Le nombre d'enseignants, donc le nombre d'élèves par classe, se font maintenant. Donc, c'est-à-dire que les recrutements, les ouvertures de places au concours, c'est des choses qui se décident maintenant dans le cadre d'un budget. Effectivement, en l'absence de budget, ça a des conséquences très concrètes en termes de nombre de postes. Sur les accompagnants d'élèves en situation de handicap, 2000 recrutements étaient prévus, ils n'auront pas lieu non plus. Donc effectivement, il faut quand même un collectif budgétaire, parce que les services publics, ils ne peuvent pas être dépendants d'une vacance du pouvoir. C'était donc Romain Allard, secrétaire départemental du syndicat FSU. On se rend en Italie à présent, où un étudiant a été condamné à perpétuité pour un féminicide. Ce meurtre avait bouleversé tout le pays l'année dernière. La peine de Filippo Turetta, 22 ans, a été prononcée par la cour d'assises de Venise ce mardi. Ce sera la prison à vie pour ce jeune homme qui a tué Giulia Cecchettin, son ancienne petite amie, d'au moins 75 coups de couteau. C'était en novembre 2023. La jeune fille avait été retrouvée morte une semaine après sa disparition dans un ravin près d'un lac au nord de Venise. Et le meurtrier, lui, avait été arrêté le lendemain en Allemagne. Des milliers de personnes avaient assisté aux funérailles de Giulia et son meurtre avait relancé le débat sur la persistance des violences contre les femmes en Italie. Les chiffres ne disent pas autre chose. Sur 276 meurtres recensés par le ministère de l'Intérieur italien cette année, 100 victimes étaient des femmes, dont 88 tuées par un proche, en majorité par un compagnon ou un ex-compagnon. Retour en France avec un documentaire qui souhaite donner une autre image de la jeunesse des quartiers de Marseille. C'est un projet porté par le réalisateur Cyril Lecomte. Oui, on l'a vu en tant qu'acteur dans La French ou Bac Nord. Eh bien, cette fois, Cyril Lecomte passe derrière la caméra pour présenter son propre film. L'urgent, c'est d'aimer, c'est le titre de ce film. Et il a été projeté mardi en avant-première au Prado de Marseille. On y voit des jeunes des quartiers prioritaires de la cité phocéenne. Alors pourquoi Cyril Lecomte a-t-il décidé d'entreprendre ce projet ? Écoutez-le, il était au micro d'Hervé Godard sur France Bleu Provence. J'en avais un petit peu marre d'entendre tout ce qu'on entendait en permanence sur Marseille et ailleurs maintenant, enfin, comme quoi il n'y aurait plus que des jeunes avec de la drogue et des kalachnikovs, alors qu'il y a des gens absolument incroyables, qu'il y a une jeunesse qui est fourmillante, heureuse, dynamique, énergique et qui est... Voilà, donc j'ai monté ces stages, j'ai rencontré des gens incroyables. Ils sont mineurs ou majeurs, scolarisés ou non, parfois en recherche d'emploi. À tous ces jeunes, Cyril Lecomte a voulu montrer une autre voie professionnelle possible, une voie plus artistique, dans ce qu'il appelle un film-stage, où il mélange des images des jeunes en plein apprentissage et des extraits de courts-métrages que les stagiaires ont eux-mêmes réalisés. Les détails de cette aventure par Cyril Lecomte toujours. Moi, j'avais l'impression de pouvoir apporter, de donner, de transmettre ce que je sais de mon métier d'acteur et de pouvoir... initier ce travail qui en fait est un travail sur la confiance, sur l'élocution, sur savoir travailler une situation. C'est pas simplement en fait qu'un travail de cinéma, ça peut se reporter à quelque chose comme retour, une sorte de formation. Enfin, c'est pas simplement en fait basé sur le. Et à travers tout ça, j'ai trouvé ces jeunes qui m'ont donné en fait quelque chose d'incroyable. Prochaine étape pour le réalisateur, trouver de nouveaux partenaires financiers pour faire de ce documentaire un film de 90 minutes. Et on termine avec des élèves de CM2 très courageux qui sont montés tout en haut de la Tour Eiffel pour la première fois. Et oui, la jeunesse en a sous le pied, 674 marches à gravir. Trop fastoche pour ces 40 élèves de 2 écoles parisiennes et beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu la Tour Eiffel d'aussi près. Écoutez. Très grand. C'est magnifique. On va avoir du mal à monter. Quand on regarde cette tour Eiffel, quand on est en bas, c'est strictement magnifique. Merci à Gustave Eiffel d'avoir construit ça pour Paris. C'est extraordinaire. Alors tout cela était très encadré. Évidemment, cette activité s'est déroulée dans le cadre d'un partenariat entre la société qui exploite la Dame de Fer et la mairie de Paris, avec un double objectif sportif pour valoriser l'activité physique et pédagogique pour mieux connaître le patrimoine culturel français. La mairie de Paris financera le ticket des 14 000 élèves qui visiteront cette belle Tour Eiffel. Merci Shirley. 3 petits mois et puis s'en va. Michel Barnier a remis sa démission au président de la République ce matin alors que s'élançaient quelques heures plus tard les cortèges des manifestants de la fonction publique qui réclament autre chose que les mesures annoncées par ce désormais ex-gouvernement. Autant de questions qu'on va aborder tout de suite dans le Grand JT.
Bonjour Laurence Decoq. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. Vous êtes historienne, essayiste, également professeure agrégée. Vous enseignez l'histoire et la sociologie de l'éducation au lycée et à l'université de Paris-Cité. Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h, comme vous le savez, à l'heure où nous réalisons cette émission. Nous ne connaissons pas l'issue de son discours, mais on va quand même en parler, bien entendu, parce que c'est absolument inédit la situation dans laquelle on se trouve. Ce qui est possible, c'est ce fameux article 16 qui confère des pouvoirs plus importants au président et permet de prendre la main de la situation, notamment afin de faire passer ce fameux budget avant le 31 décembre. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va se passer? Alors, l'article 16, il n'est pas fait pour ça. L'article 16, il est fait en cas de risque de trouble à l'ordre public. Pour l'instant, le seul responsable d'un éventuel trouble à l'ordre politique que je vois, c'est lui-même. Donc, je ne vois pas bien ce qui pourrait justifier constitutionnellement un article 16. Mais après, il y a peut-être des subtilités constitutionnelles qui m'échappent. Est-ce que c'était inévitable, la chute du gouvernement Barnier? Oui, c'était inévitable. C'était même prévu? C'était inévitable, on va dire. Prévu, oui, on ne savait pas exactement quand, mais je dirais que c'est vraiment un retour mérité. Il y a eu une élection. Cette élection, elle a été remportée, certes, à majorité relative, mais remportée quand même par le nouveau Front populaire, par des gens qui se sont alliés, par des gens qui n'étaient parfois pas du tout d'accord entre eux, mais qui ont décidé de faire front, notamment contre l'extrême droite. Et dans une démocratie normale, que ça plaise ou non, ça aurait dû mener à une forme de cohabitation. Donc, choisir un ministre qui représentait en plus statistiquement le parti qui était le plus petit à l'Assemblée, 6%, je crois, les Républicains, c'était quand même un camouflet à la gauche. Et puis ce refus de discuter avec des gens à gauche très raisonnables. Lucie Castet a passé son temps cet été à dire qu'elle était prête à négocier texte par texte. Lucie Castet qui était donc candidate au poste de Première ministre proposé par le nouveau Front populaire. Oui, donc, son nom n'est pas ressorti du tout entre hier et aujourd'hui. Il ressort un petit peu, mais personne n'y croit tellement parce qu'en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que Emmanuel Macron n'a pas du tout envie de gouverner avec la gauche, même avec la gauche modérée. Et ça, c'est un déni de démocratie. Donc voilà, tout à l'heure, on parlait de crise à l'ordre politique. Je pense qu'on en est là, effectivement, mais parce qu'il y a une confiscation de la logique démocratique. Vous parlez de la gauche, mais on va parler aussi de l'extrême droite, qui en fait a mis Michel Barnier, si je puis dire, à Matignon, et qui aussi est responsable de sa chute aujourd'hui. Disons que l'extrême droite a choisi de voter la motion de censure présentée par la gauche. Ça c'est le jeu, je dirais, de l'Assemblée nationale. À partir du moment où il y a un texte qui est déposé, ceux qui s'estiment en accord avec ce texte vont voter ce texte. Voilà. Certes, mais c'est quand même fou parce que, comme vous le disiez, a priori c'était la gauche, en tout cas le NFP qui avait remporté ces élections. Il ne faut pas faire confiance à l'extrême droite. On pense pouvoir la mettre dans sa poche et ça ne marche pas. Parce que là, on sourit, mais c'est quand même dramatique cette situation. Pas confiance à l'extrême droite, c'est ce que vous dites, mais pas confiance en la politique. C'est ce que disent les Français, en revanche, aujourd'hui. Ça, c'est sûr que ça donne une piètre image de la politique. Mais ça, on est beaucoup à le dire. Le fait de ne pas respecter la logique institutionnelle. Quand je dis ne pas respecter la démocratie, c'est de ne pas respecter l'expression populaire. C'est-à-dire, les gens sont allés voter. Les gens sont allés voter. Il y a eu le résultat d'un vote. On n'a pas bourré les urnes. Le vote n'a pas été truqué. On est encore dans un pays dans lequel les votes se passent librement. Donc, oui, ça donne une très, très piètre image de la politique et il faut que ça s'arrête. Bon, tout cela au sujet d'un budget, quand même, qui est un budget 2025 qui a été présenté, notamment celui de la sécurité sociale. Est-ce que les différentes réformes et mesures proposées dans ce dernier budget sont pour autant enterrées, selon vous? Alors, apparemment non. J'ai cru comprendre qu'ils essayaient de trouver une solution pour faire en sorte d'en faire passer quelques-unes. J'espère pas. J'espère en tout cas que celles qui concernent le sujet qui me préoccupe, c'est-à-dire l'éducation nationale, vont l'être. Et en particulier les décisions prises et qui font qu'il y avait aujourd'hui une grève importante dans la fonction publique et notamment dans l'éducation nationale et en particulier les fameux 3 jours de carence. Mobilisation record pour les enseignants aujourd'hui. Alors on n'a pas les chiffres comme d'habitude, c'est extrêmement confus. Chacun y va de son, donc on ne va pas commencer à jouer ce jeu-là non plus, nous ici chez School TV, mais on sait que la mobilisation était très importante. Dans quel état, Laurence Decoq, est l'école aujourd'hui face à des
réformes successives depuis 20 ans, 30 ans, et face à la démultiplication aussi des ministres de l'Éducation. C'est un enchaînement. Et ça va probablement continuer. L'école, en tout cas l'école pour laquelle je me bats, c'est-à-dire l'école publique, est au bord du gouffre. Vraiment, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Je n'aurais pas dit ça il y a encore quelques années. Il y a combien de temps on Aujourd'hui, je peux le dire. Je pense que ça s'est vraiment accéléré ces 5 dernières années. Et puis notamment avec la réforme dont on va peut-être parler, qualifiée de choc des savoirs. Bien sûr. Voilà. Mais c'est surtout, vous l'avez dit, cet empilement de réformes, hein, c'est-à-dire cette impression que ça ne s'arrête jamais. Des réformes qui tombent sur un corps enseignant fatigué, démobilisés, dont les conditions matérielles se détériorent, comme les autres, d'ailleurs, beaucoup d'autres catégories de Françaises et de Français. Sont des gens qui n'ont pas été augmentés depuis très longtemps. Le point d'indice est gelé, donc le corps enseignant subit aussi les effets de l'inflation. C'est ça, il y a une revalorisation, mais effectivement pas indexée sur l'inflation. Donc finalement, les classes sont de plus en plus surchargées, c'est-à-dire que la logique austéritaire, c'est faire des économies sur tout. Donc, par exemple, lorsqu'on se dit, tiens, il va y avoir une petite baisse démographique, au lieu de dire, ouf, les classes vont être un petit peu allégées, on va dire, bon, on va fermer une classe, et puis du coup, ça va mettre beaucoup plus d'effectifs sur une autre. Donc, on voit bien qu'on a un système éducatif, comme un système de santé d'ailleurs, qui est piloté par des logiques purement de rationalisation budgétaire, au mépris de l'humain. Donc l'humain, ce sont les gens qui travaillent pour l'éducation nationale, les enseignants et les non-enseignants, et au mépris des élèves. Mais rationalisation budgétaire, c'est quand même ce qu'on reproche à Emmanuel Macron aujourd'hui, justement, d'avoir donné à foison, de se retrouver dans une dette absolue, donc dans une situation chaotique. Aujourd'hui, Michel Barnier propose un budget, il est refusé des deux côtés. Enfin, la situation, on a l'impression, je raccourcis évidemment, hein, mais je veux dire, on a l'impression que ni d'un côté, puisque vous faisiez allusion à 5 ans, donc c'est Emmanuel Macron, très clairement, et les choix qui ont été faits par Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a 10 ans, la situation économique de la France et donc du budget alloué pour l'éducation nationale était plus stable, meilleure? Alors, déjà, pour revenir sur votre première remarque, tout le monde ne reproche pas à Macron d'avoir distribué de l'argent. En tout cas, l'éducation nationale n'en a pas vu la couleur. Hein. Ce qu'on lui reproche aux Français souvent, en général. Ce qu'on lui reproche surtout, c'est de ne pas avoir accepté d'augmenter les taxations sur les plus grandes richesses, sur les plus grandes fortunes, et notamment sur le capital. C'est ça qui lui est reproché. Ce qui lui est reproché, c'est de ne pas d'avoir cédé au patronat et d'avoir davantage privilégier les entreprises, et notamment les grandes entreprises, plutôt que les Françaises et les Français qui en avaient besoin. La gauche a proposé un budget alternatif, elle ne l'a pas sorti de son chapeau, elle l'a quantifié, elle l'a budgétisé, elle a expliqué comment elle ferait pour le financer, notamment par une réforme de l'impôt. Donc, ce sont des choix politiques qui ont été faits, des choix politiques propres au néolibéralisme, c'est-à-dire propre à ce que défend Emmanuel Macron. Hein, c'est relativement logique. Donc moi, je ne pense pas que l'éducation nationale ait été arrosée d'argent. Est-ce que ça allait mieux il y a 10 ans ? Oui, il y a 10 ans, on avait déjà des problèmes. Il y a 10 ans, j'aurais été sur ce plateau, je me serais quand même plainte, parce que bon, c'est une tradition. C'est un principe. C'est un principe, et puis parce qu'il faut toujours réclamer. Mais je ne vous aurais jamais dit que l'école publique est au bord du gouffre. J'aurais évidemment parlé de besoins, j'aurais dit des choses, j'aurais énoncé un certain nombre de mesures dont nous aurions besoin de façon assez urgente. J'aurais parlé de réforme des programmes, j'aurais parlé de choses comme ça, j'aurais parlé de fonds. Mais là, je suis même plus dans la logique du fond, je suis dans la logique presque d'essayer de sauver un navire qui a perdu son gouvernail. Voilà, vous voyez, c'est plutôt cette logique-là. Donc, ça s'est fortement accéléré. Hein. Souvent, quand je parle de cette histoire courte, je dis que l'arrivée, effectivement, d'Emmanuel Macron et pour nous, en fait, pour être plus honnête, de Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire son premier ministre de l'Éducation nationale, a été un coup d'accélérateur dans la réforme néolibérale de l'école. Et ça nous a surpris parce que je crois qu'on n'était pas prêt pour ce qu'on a en tout cas vécu comme des attaques. Et ça a été très vite et on n'a pas fait face, on n'a pas pu faire face. Hein. C'est pas nous qui sommes fautifs, on n'a pas pu.
Alors, cette mobilisation, c'est aussi la question, et vous l'avez dit, des arrêts maladie, des jours de carence qui a tant irrité à la fois les fonctionnaires, tous les Français, mais tous les professeurs de manière générale. C'est le produit d'une politique, effectivement, on l'a dit, productiviste, vous l'avez dit, ultralibérale, y compris dans l'éducation, ou est-ce que c'est une réalité économique, malgré tout, qu'il faut prendre en compte ? Alors, on a publié un nombre de statistiques considérables pour montrer que les enseignants faisaient partie des corps professionnels qui demandaient le moins d'arrêt maladie. Donc, non, ce n'est pas une réalité du tout. Et même l'argument qui a été donné de dire qu'il s'agit d'aligner sur le privé est un argument fallacieux dans la mesure où, dans le privé, très souvent, la plupart du temps, les entreprises prennent le relais justement pour compenser ces 3 jours de carence. Ils ont des conventions, en fait, qui permettent. Voilà. Ce qu'on n'a pas. Donc, je veux dire, et en plus, c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire que ça va, sans doute, si jamais ça passe, c'est vraiment, je souhaite de tout cœur que ça ne passe pas. D'abord, c'est extrêmement humiliant. C'est-à-dire que ça donne une fois de plus l'image des enseignants qui prennent des arrêts maladie de complaisance. Il faut appeler un chat. C'est ça qui est sous-entendu, c'est ça le sous-texte. Alors que justement, les statistiques disent exactement le contraire. Le nombre de collègues qui viennent travailler malades. Et puis, je veux dire, les petites maladies, on les chope. Il faut quand même imaginer ce que ça veut dire d'enseigner à l'école maternelle avec des enfants de 3, 4, 5 ans. Je veux dire, ils sont toujours malades, les collègues. Ils y chopent tous les virus comme à la crèche. Vous devez être immunisé au bout d'un moment. Non, malheureusement, ça immunise pas. Donc, quand on travaille avec des jeunes ou avec des enfants, on est vraiment sujet, justement, à choper ces petits trucs qui sont parfois lourds. C'est des fièvres, c'est des extinctions de voix. Par exemple, voilà, la maladie de l'enseignant, c'est l'extinction de voix. Donc, on va faire quoi? On va venir travailler avec une extinction de voix? Bonjour. Enfin, je veux dire, ça va être facile. Donc, c'est contre-productif, ça donne une très mauvaise image. Ça va, au contraire, en fait, inciter les enseignants à se dire, puisque de toute façon, je perds 3 jours, autant que je prenne un arrêt de 15. Donc, finalement, qui gagne là-dedans? Personne. Il faut qu'on retombe, effectivement, sur ce dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, les absences de courte durée et aussi de longue durée, le manque d'enseignants, ces classes surchargées, et on va y revenir. Juste, je rebondis encore une fois de plus sur l'image, effectivement, qui est importante, l'image des enseignants aujourd'hui, de la fonction publique. Les propos du ministre Kasbarian ont beaucoup choqué, celle aussi de Nicolas Sarkozy dans la foulée, sur l'idée de ce qu'est un enseignant, un fonctionnaire, du peu d'heures faites. Est-ce que c'est finalement un reflet de la pensée de la classe politique concernant les travailleurs de la fonction publique, ou est-ce que c'est la maladresse, selon vous, de Guillaume Kasbarian et de Nicolas Sarkozy? Ah non, c'est de la conviction profonde d'une partie de la classe politique qui appartient à cette famille politique-là, qui considère qu'il y a trop de fonctionnaires, il faut dégraisser le mammouth, ça coûte trop cher, c'est des dépenses superficielles, on pourrait faire autrement, voilà. Voilà, c'est un enseignant travaille 6 mois de l'année, le reste du temps, il faut rien. C'est ce que dit en substance. Oui, toujours en vacances. Ouais. Mais si vous voulez, quand on refuse d'aller véritablement se renseigner, d'aller sur le terrain, de discuter avec des gens qui sont spécialistes du sujet, d'aller voir ce qui se passe dans les classes, c'est facile de rester avec ses convictions et puis de nourrir cette espèce d'air de la post-vérité où on peut raconter. C'est de la manipulation politique. Je pense qu'ils en sont convaincus. C'est de l'idéologie politique, mais ils en sont convaincus. C'est pas forcément de la manipulation, c'est l'expression d'une conviction de la part de gens paresseux qui ne prennent pas la peine de se renseigner. Par rapport aux enseignants, vous le disiez, toujours et encore cette image dévalorisée, cette image de non-revalorisation, ou à peine, en tout cas, pas suffisante, des profs qui sont exsangues, on le sait, des violences qui sont continuelles de la part des Français. Est-ce que c'est aussi ça qui, aujourd'hui, ressort de cette mobilisation, se dire à un moment, ça suffit, enfin, je veux dire, on est là pour amener l'éducation à vos enfants, pour faire en sorte qu'ils deviennent les citoyens de demain. Stoppons cette image catastrophique. Oui, ça en fait partie en tout cas. Les chiffres qu'on a, en effet, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle mobilisation, une telle grève, alors qu'on sait que les enseignants sont de plus en plus réticents à se mettre en grève. Beaucoup disent ça ne sert à rien, c'est grève perlée, un jour par-ci, un jour par-là. Il faut quand même rappeler aussi aux auditeurs et auditrices qu'en grève, on perd en moyenne 100 € de salaire, donc ça n'est pas rien du tout de se mettre en grève. On n'est pas payé quand on est en grève.
Donc oui, ça exprime effectivement une énorme fatigue, la volonté de dire stop et que cesse ce dénigrement permanent. Mais c'est une énorme responsabilité politique qu'ils ont là, parce que c'est l'un des métiers qui a la plus grande utilité sociale. Il y en a d'autres, c'est pas le métier le plus important, mais c'est un métier qui a une très forte utilité sociale et ça n'a plus aucun sens à leurs yeux. Ça, c'est quand même particulièrement symptomatique, je trouve, d'une société malade. Ce choc des savoirs, il vous a choqué. Pourquoi ? Oui, c'est bien la seule légitimité de cette formule de choc, c'est que c'est très choquant. Il y a beaucoup de choses choquantes dans ce choc des savoirs. Je crois que pour moi, ce qu'il y a de plus choquant, c'est vraiment ce que j'appelle dans mes travaux l'aboutissement d'une contre-démocratisation scolaire. C'est-à-dire que normalement, toutes les mesures qui sont prises sont des mesures qui vont dans le sens d'une démocratisation scolaire, c'est-à-dire de la possibilité donnée à tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles, géographiques, leur situation de handicap, leur genre, de réussir à l'école. C'est ça la démocratisation scolaire. D'avoir les mêmes chances de réussir. D'avoir les mêmes chances de réussir. Moi, j'aime pas trop parler de chance parce que malheureusement, c'est pas une question de chance, c'est une question de droit. C'est une question de droit. Donc, de réussir à l'école. Le choc des savoirs en instaurant des groupes de niveau, parce que ce sont des groupes de niveau, ce ne sont pas des groupes de besoins, dans la mesure où c'est sur un temps long le fait de constituer des groupes classes sur un temps long au nom de ce qu'on estime être des déficiences de certains élèves. Donc ça s'appelle des groupes de niveau. Ça a été retoqué par le Conseil d'État. Oui, ça vient d'être retoqué. Oui. Mais vous me parlez de la mesure du choc des savoirs. Oui. La principale mesure, c'était ça. Et ça, pour moi, c'est une façon de dire aïe, le tri maintenant, il est officiel. Le tri, il est officiel. Et vous savez, quand on pose des enfants sur des rails, c'est très difficile de dérailler après. C'est très difficile de changer de rail. Dans l'école, toute l'histoire le montre. À partir du moment où vous multipliez les possibilités de voies parallèles, eh bien, les voies parallèles, elles sont prises. Les meilleures sont prises par les enfants de la bourgeoisie, les enfants les mieux dotés, et puis les moins bonnes sont prises par les enfants des classes populaires. C'est une loi depuis l'école de Jules Ferry. Rien ne peut contredire ça. Donc, ce choc des savoirs, en effet retoqué sur la forme, pas sur le fond, par le Conseil d'État. C'est ça qui m'a choqué le plus. Et ça s'est accompagné d'autres mesures qui, elles aussi, pour le moment, sont en suspens, mais qui disent quelque chose de l'idéologie portée par les gens qui ont décidé ces mesures. Par exemple, le fait de revaloriser le brevet des collèges. Pourquoi pas ? La revalorisation d'un examen, je ne suis pas forcément contre. Moi, je ne suis pas tout à fait opposée à l'idée qu'il y ait une ritualisation du passage d'un cycle à l'autre. Voilà. Mais de dire il faut avoir le brevet obligatoirement pour passer en lycée, je vois très bien ce que ça peut donner au niveau des enfants qui ne vont pas l'avoir, pour plein de raisons. Soit qui vont partir en prépa seconde, c'est ça ? Et qui vont partir en prépa seconde quand il y aura une prépa seconde, parce qu'on sait très bien que tout ça, ça coûte cher, on en revient au sujet de tout à l'heure, donc ça ne va pas être très bien financé. Et dans le rural profond, comme on dit, un gamin qui va habiter à 40 km de la première prépa seconde, vous ne pensez pas qu'on va lui affréter un bus tous les matins pour qu'il aille à l'école, donc il va y aller le premier jour et ensuite il va décrocher. Je peux faire la prédiction ici que si jamais cette mesure passe, on a une explosion du décrochage scolaire. Pour l'instant, on est resté en suspens aussi sur cette mesure-là. On est en suspens sur toutes les mesures. Labellisation des programmes scolaires, qu'en pensez-vous ? Je rappelle que vous êtes professeur... Oui, des manuels scolaires, pardon. Vous êtes professeur d'histoire et de sociologie de l'éducation à la fois au lycée et à l'université. Donc, vous connaissez bien le parcours justement de ces étudiants-là. Vous savez quelle est la complexité depuis longtemps, et notamment avec l'assassinat de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, on en a beaucoup reparlé, de la complexité d'enseigner certaines périodes de l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'il est bon de labelliser les manuels scolaires ? La labellisation des manuels scolaires, c'est français à la fois... et maths pour l'instant. Mais... Français et maths, ils ont annoncé en tout cas que ce serait généralisé. C'est effectivement assez historique puisque ça n'avait pas été mis en place depuis le régime de Vichy. Donc ça dit aussi quelque chose. C'est inutile. C'est complètement inutile parce qu'aujourd'hui, l'édition scolaire est faite de telle manière qu'elle n'a qu'un intérêt. Les éditeurs scolaires, il y en a 6, des gros éditeurs scolaires. Leur intérêt, c'est de vendre des manuels. La seule possibilité de vendre des manuels, c'est d'être conforme au programme. Donc, vous ne trouverez pas un manuel sur le marché qui ne soit pas conforme au programme parce que sinon, ils ne sont pas choisis par les enseignants. Donc, la labellisation est juste en fait un effet d'autorité. De plus, un effet d'autorité
pour signifier, je pense d'ailleurs pas tellement aux enseignants, plutôt à l'opinion publique, qu'il y a un contrôle sur le travail enseignant. Mais moi, j'y vois aussi un mépris du travail enseignant. C'est là où j'allais y venir, parce qu'il y a aussi peut-être une idée de mépris de ce que font les enseignants et finalement de ce qu'ils ne seraient pas capables de proposer à leurs élèves. Ça, c'est une tendance lourde depuis quelques années. C'est une confiscation d'une forme de liberté pédagogique, surtout d'ailleurs dans le premier degré, beaucoup plus que dans le second degré, avec effectivement l'idée que les enseignants doivent se transformer en exécutants. Un enseignant, c'est un créateur. Surtout dans le premier degré, si vous connaissez des enseignants du premier degré ou de maternelle, pourquoi est-ce qu'ils font aussi ce métier? Parce que ce sont des gens qui sont inventifs, ce sont des gens qui aiment créer, ce sont des gens qui aiment se renouveler, ce sont des gens qui aiment faire des expériences, ce sont des gens qui aiment travailler avec les enfants. C'est tout ça qu'on est en train de leur prendre. On prend tout ça aux enseignants et on prend tout ça aux enfants. On prend tout ça aux enfants et aux parents. C'est les enfants qui vont encore trinquer. Merci Laurence Decoq d'être venue sur le plateau. Votre dernier livre, Histoire de France populaire, est disponible aux éditions Agone. Un tout petit mot sur ce bouquin? Pour une fois, je sors de l'école. Je vais dans la société, c'est plus de l'éducation nationale, c'est de l'éducation populaire. C'est l'histoire de France que vous pouvez offrir à votre tonton réac le soir de Noël. Vous allez dire, tiens, j'ai une très bonne histoire de France pour toi. Voilà, c'est pas exactement l'histoire que tu connais, c'en est une autre, mais elle mérite d'être connue aussi. À tous les tontons, je pense. Merci beaucoup Laurence Decoq d'être venue sur le plateau du Grand JT, historienne, essayiste. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je ne voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs. Et je me suis dit, pourquoi la politique, ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV nous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Vanessa Madi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Vanessa. Vous êtes responsable des projets éducation à l'Institut national de la consommation, à l'INC.
Vanessa m'a dit, on va parler aujourd'hui des accidents de la vie courante. Concernant les enfants de moins de 15 ans, on recense 1 700 000 accidents en France par an, soit environ 5 000 accidents par jour. C'est absolument colossal. On doit déplorer aussi le décès de 230 enfants chaque année des suites d'un accident de la vie courante. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que ça veut dire vie courante? Parce qu'on pense effectivement à ce qui se passe en danger domestique, mais est-ce que ça inclut aussi d'autres dangers extérieurs? Absolument. Les accidents de la vie courante, c'est tout ce qui se passe dans des moments de vie privée, qu'il s'agisse de l'intérieur à l'intérieur de la maison ou même pendant des moments de loisirs ou de sport. Oui, donc quand vous dites loisirs ou sport, ça peut être évidemment l'été, souvent les noyades, aussi les asphyxies. On pense aussi bien sûr aux accidents avec des jouets, probablement. Est-ce que c'est important aussi ? Absolument. Alors justement, surtout par exemple en ce qui concerne les noyades, on sait que les chiffres sont énormes, alors que avec des réflexes et des bonnes pratiques, on peut éviter la noyade chez les tout petits, sachant qu'un bébé peut se noyer, un petit enfant peut se noyer en 20 secondes sans faire aucun bruit. Et c'est pour cela que nous, à l'INC, on travaille beaucoup sur la prévention et la sensibilisation des publics, des parents, notamment des grands-parents, des éducateurs, pour être vigilants et éviter ce qui peut être évitable. Lorsqu'on est face à ces chiffres dont vous parlez précisément de la noyade, Vanessa m'a dit, est-ce que l'État ou même l'INC, pourquoi pas, propose, effectivement, vous l'avez dit, de sensibiliser, ça c'est certain, de prévenir, je le comprends aussi, c'est formidable, mais de mettre carrément à disposition, effectivement, des formations pour les parents, pour les jeunes parents, pour justement ce qui concerne les dangers de la noyade? Et peut-être aussi des cours de natation, peut-être même pour les plus petits, les bébés nageurs et autres. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'actions mises en œuvre par la DG Santé en ce sens. Nous, pour parler de manière très concrète, nous avons mené en 2023 une grande campagne avec des témoignages de mamans, une campagne choc de communication avec des témoignages de mamans qui malheureusement avait perdu un enfant dans un contexte de noyade. C'est une campagne qui a eu un très fort impact et qui a été prolongée ensuite par la conception d'un jeu sérieux qu'on va retrouver sur l'application 1000 premiers jours, qui est utilisé par par les sages-femmes, toutes les professionnels de la petite enfance qui accompagnent les jeunes parents pour justement alerter sur la vigilance et la sécurisation en extérieur, notamment dans les piscines et aussi sur les côtes, la baignade en mer. Ils font beaucoup de pédagogie aussi. Alors, pour prévenir justement et sensibiliser, il y a toutes les conférences, les articles mis à disposition, mais il y a aussi ce fameux jeu en ligne dont vous allez nous parler aujourd'hui qui s'appelle Théo et Léa, une journée à la maison, qui est un jeu pour sensibiliser les enfants de 3 à 6 ans au danger de la maison et à la prévention des accidents de la vie courante. Si on prend une maison, très clairement, un appartement, disons-nous, quels sont les dangers les plus courants qu'il peut y avoir, soit dans le salon, les chambres, la cuisine et autres? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la cause d'accident domestique, la principale cause, c'est les risques de chute. Donc, tout ce qui va aller autour de la chute doit être sécurisé. Quand je parle de chute, c'est notamment typiquement les fenêtres ouvertes. Les enfants n'ont pas le vertige,
donc il faut bien sécuriser ces fenêtres pour éviter le risque de défenestration. Il y a également, par exemple, dans le salon ou dans la chambre ou dans n'importe quelle pièce de la maison, le mobilier, bibliothèque, commode, armoire, etc., voilà, qui peuvent tomber sur les enfants. Il y a le mobilier à sécuriser où les enfants peuvent grimper par-dessus. Bon, il y a également, en ce qui concerne les chutes, voilà, la hauteur du lit, quand les enfants sont tout petits, les tables allongées, ils peuvent tomber. Enfin voilà, tout ce qui concerne les chutes sont à sécuriser, quoi. À sécuriser, d'autant plus que vous parlez des tout petits. Effectivement, c'est souvent dans le silence que ça se fait. Une chute ou effectivement un drame de noyade, comme vous l'expliquez tout à l'heure. Donc, il faut pouvoir être extrêmement alerte et on ne se rend pas compte qu'un bébé de quelques mois, effectivement, puisse rouler sur lui-même, par exemple, ou évidemment tomber. Absolument, et puis sans céder à la panique. Il s'agit d'être vigilant en fait, de ne pas laisser l'enfant sans surveillance. Et quand on est jeune parent, parfois il y a des dangers dont on n'a pas conscience en fait. Et avec un peu de surveillance, eh bien, on peut éviter des accidents assez graves parfois. Alors, racontez-nous comment fonctionne ce jeu, Théo et Léa. Comment ça se passe? On est face effectivement à des dessins, des illustrations de chambres, par exemple. Il y a plusieurs objets sur lesquels on peut cliquer. Exactement. Théo et Léa, ce sont deux petits-enfants très sympas qui ont une voix de petites filles et de petits garçons et qui circulent un peu dans la maison. Le salon, la chambre à coucher, la salle de bain et la cuisine, et même en extérieur dans le jardin où on va retrouver par exemple les outils du jardinage, la tondeuse, des objets un peu dangereux. Et ils doivent essayer de repérer tous les dangers qui sont autour d'eux, et il y a un narrateur qui va les guider pour dire s'ils se sont bien comportés ou pas. Et à la fin, quand ils ont fait le tour de la maison, ils obtiennent un petit certificat qui les félicite de leur bonne pratique et de leur vigilance. Alors, quand on voyait cette image, il y avait la pelle, le râteau, le barbecue, le sécateur. On se doute bien qu'effectivement, ces objets sont extrêmement dangereux quand on est parent. Pour les enfants, ils apprennent effectivement le fait que ce soit dangereux. Peut-être que les choses plus subtiles ou disons plus sournoises sont les plus difficiles à appréhender. Je voyais qu'il y avait un petit clic sur le ballon. Expliquez-moi. Eh bien, le ballon, en fait, c'est le ballon et le portail, en fait. Quand l'enfant, si on clique dessus, on voit que le portail du jardin est ouvert. Et le petit garçon, Théo, shoot le ballon qui va sortir dans la rue où il y a une voiture qui passe. Et donc, en fait, jouer tout seul au ballon sans surveillance, tandis que le portail est ouvert et l'enfant peut suivre le ballon et aller se faire écraser, c'est pas une très bonne idée. Se faire écraser ou tout simplement se perdre, effectivement, en marchant à l'extérieur, ce qui arrive malheureusement aussi, et bien sûr. Quand vous proposez ce jeu, est-ce que vous proposez des points précis pour les parents aussi à côté? Parce que je sais que c'est fait pour les enfants de 3 à 6 ans, mais j'imagine qu'il y a toute une discussion qui s'opère aussi avec les parents pendant le jeu. Absolument. En fait, le jeu est présenté de telle sorte qu'on joue, évidemment, et puis à droite, on va pouvoir cliquer sur les fiches conseils qui vont guider pour avoir les bons réflexes sur chute, intoxication, brûlure, étouffement, noyade, électrocution. Et il y a également un autre endroit où on pourra cliquer sur les numéros de secours, dont le numéro pour les sourds et les malentendants.
Est-ce que, là on parlait de fiches effectivement pour les parents, est-ce que c'est aussi un jeu qu'on peut utiliser dans le cadre scolaire pour les enseignants ? Absolument, et comme il est gratuit et accessible sur notre site, il suffit de rentrer sur le jeu et de cliquer, de jouer avec les petits élèves entre 3 et 6 ans qui comprennent qui ont la maturité et la compréhension pour évaluer les dangers et comprendre les messages. Voilà. Les grâce messages à se comporter avec sécurité. De manière sécurisée, ouais, effectivement, avec Théo et Léa, donc ce fameux jeu que l'on peut trouver, un jeu en ligne proposé par l'Institut national de la consommation. Merci beaucoup d'être venu par Skype en parler sur le plateau du Grand JT. Vanessa Madi, je rappelle que vous êtes responsable des projets éducation à l'INC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite, on va retrouver Shirley pour sa chronique. Comme chaque jeudi, on décrypte une tendance sur les réseaux sociaux et cette semaine, on parle d'un jeu de rôle auquel se prêtent de plus en plus de femmes sur TikTok depuis la mi-novembre. Et si on se comportait comme des hommes? C'est ça, le jeu de rôle en question. Alors rassurez-vous, on ne voit pas de femmes faire leur petit pipi en pleine rue sans se cacher derrière un bosquet. Non, on voit plutôt des femmes dire ce genre de choses. Regardez, il pleurait dans son lit, alors j'ai dit « et c'est reparti » et je me suis retournée et je me suis rendormie. Alors, autre exemple, avec Just Inaccessible, quand il m'a demandé pourquoi je voulais pas officialiser ma relation avec lui et que je lui ai répondu « en vrai, si tu perdais quelques kilos, je pourrais grave être en couple avec toi ». Bon, avec le hashtag Women in Male Fields, ce sont donc des milliers de femmes qui se sont mises à partager de telles vidéos dans lesquelles elles raillent les comportements des hommes qu'elles considèrent comme toxiques au sein des relations. Et qui dit relation dit date. Qui dit date dit tout un tas de pratiques liées aux rencontres sur les réseaux sociaux ou les applications. Pratiques pas très bienveillantes qui sont bien sûr dans le viseur de ces TikTokeuses. Autre exemple, j'avais prévu de le rencontrer à 19h, alors j'ai éteint mon téléphone à 18h. Là, Virginie, vous reconnaissez le ghosting. Tout à fait. Énoncé par l'une d'entre elles, l'une de ces TikTokeuses, qui fait donc comme si elle était un homme. Le ghosting qui consiste à ignorer les messages que la personne vous envoie. C'était un petit rappel. Les femmes sur les réseaux sociaux dénoncent aussi le love bombing. Vous savez ce que c'est Attirer l'attention. Alors, love bombing, plus précisément, le fait de déborder d'attention au premier rendez-vous. Voilà, voire de faire de grandes déclarations et puis se barrer. Très bien. Ah, voilà. Parfait. C'est noté. Voilà. Ou encore le love bombing. Gaslighting. Alors, on fait un petit point terminologie, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux mots en 2024. Une forme de manipulation psychologique dans laquelle une personne cherche à faire douter quelqu'un de sa perception de la réalité. D'accord. Et c'est nouveau, ça, parce qu'en fait, le fait de partager sur les réseaux sociaux les comportements toxiques des hommes au sein des relations, ça marche? Enfin, je veux dire, ça fait combien de temps? Depuis quelques années, on voit fleurir quelques comptes sur les réseaux sociaux, des comptes Instagram notamment, qui parlent de ces comportements toxiques, comme le compte Instagram Tèche par texto, qui se présente comme le SAV des cœurs cabossés. Ce compte publie les messages reçus par des personnes diverses dans le cadre de leur relation. Et même si les auteurs de ces messages peuvent être des hommes ou des femmes, on devine souvent la patte de l'homme. Voici les 2 dernières publications de ce compte Instagram Tèche par texto. Je lis le premier. Alors, salut, j'espère que tu vas bien. J'ai plus ton numéro car je l'ai supprimé. Belle faute d'orthographe au passage. Pour la simple et bonne raison, je fais un pas vers toi. 1 fois, 2 fois. Après, j'estime que c'est à toi de le faire car je suis un homme puissant et riche et j'ai pas le temps de courir derrière une femme. Jamais. C'est l'inverse. Un autre exemple, Virginie? Pour le plaisir. Déjà, je ne me remets pas du premier texto. Alors, c'est parti pour le deuxième exemple. Je te trouve jolie, mais je me suis dit que la prochaine serait la mère de mes enfants. Et en toute honnêteté, je préférais qu'elle soit grande et avec le moins de défauts physiques. L'élégance à l'état pur. Pour en revenir à notre tendance, Women in Male Fields, la nouveauté, évidemment, c'est que les femmes se mettent en scène pour imiter des hommes à la masculinité toxique, des imitations à grand renfort d'humour noir, vous l'avez vu, qui permettent aux femmes finalement de prendre conscience qu'elles ne sont pas seules à vivre toutes ces expériences quand elles sont confrontées aux hommes. Imitations qui ont progressivement évolué vers une dénonciation du sexisme ordinaire, autrement dit, des paroles ou des gestes qui marginalisent les femmes au quotidien. Exemple avec ce post de Daring Dia, dire à un mec random dans la rue, bah alors ça sourit pas, c'est quand même plus beau un homme quand ça sourit.
Voilà, est-ce que ça vous est arrivé, Virginie? C'est pas mal. Quelle est la réaction des hommes face à cette tendance? Vous connaissez la team premier degré. Beaucoup d'hommes se sont offusqués en faisant le coup de l'inverse aurait fait polémique et donc œil pour œil, dent pour dent. Les hommes répliquent et la sous-tendance men in male, in female fields est née, il ne faut pas se tromper. Autrement dit, comportons-nous comme des femmes. Alors qu'est-ce que ça donne? La réponse: quand j'ai passé une mauvaise journée, je n'arrête pas de me plaindre et j'essaie de trouver un sujet de dispute parce que j'ai juste envie de me disputer avec elle, a écrit un homme qui imite une femme. C'est petit. C'est drôle, on avoue, franchement, c'est drôle. Bon, alors, ce jeu de rôle, du coup, on le voit. Est-ce qu'il pourrait avoir une fonction importante, malgré tout? Ben oui, le nettoyage émotionnel, cette purification de l'âme dont parlait Aristote à propos des tragédies. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on va voir une tragédie au théâtre, selon lui? Pour rappel, on vit le drame par procuration et de façon imaginaire, à travers les émotions fortes ressenties par les personnages sur scène, ce qui nous permet à nous de libérer nos propres tensions, nos angoisses. Alors, dans un contexte où le procès de Mazan bouleverse toute la société en soulevant des questions fondamentales sur les dynamiques de pouvoir, de respect et de justice entre les genres, à travers ce genre de vidéos humoristiques, voilà une manière de provoquer la remise en question, de provoquer cette catharsis pour les relations femmes-hommes en 2024. Merci Shirley, j'ai appris plein de trucs. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Sur ces sites, les vidéos sont rangées en catégories parfois extrêmement précises. Ce que vous dites aussi, et ça aura un effet presque sur l'amour, en tout cas si tant est qu'il y a un lien entre la sexualité et l'amour, je pense qu'il y en a un, qui est une sexualité qui est organisée en fonction de particularités. En fait, le porno nous sépare les uns des autres. Oui, alors ça aggrave une logique générale de réification, c'est-à-dire de chosification. En fait, de l'autre. C'est l'autre qui est réduit à son corps. Mais ça ne s'arrête pas là. Le corps est réduit à une de ses parties, à ses organes génitaux, puis ensuite à telle ou telle pratique. Et en fait, ça enferme dans des choses de plus en plus spécifiques et de plus en plus... Ce qui était autrefois à la marge dans des pratiques extrêmes ou extrêmement rares. Et extrêmes et entre adultes consentants, comme on dit, par ailleurs. Pas à 11 ans, je tombe dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on peut tout aussi bien accéder à des choses extrêmes qu'à des choses banales, on va dire. C'est quoi les ambitions d'Ambition Campus, du coup? Les ambitions d'Ambition Campus? Ouais. Alors, nous, on essaye de transmettre des compétences et des codes aux élèves, aux étudiants, pardon. D'accord. C'est à partir de quel âge, du coup? À partir du lycée. D'accord. De la seconde à la terminale, on essaye de les accompagner pour qu'ils puissent obtenir leur orientation, obtenir ce qu'ils souhaitent, obtenir les lycées, les universités prestigieuses qu'ils demandent. C'est-à-dire que pour vous, ils ont des croyances limitantes, ils ne se disent pas qu'ils ont peut-être... droit d'avoir tel parcours scolaire, tel cursus d'excellence? Eh bien oui, malheureusement. C'est ton cas? C'était ton cas? Non, pas exactement, mais comme j'habite à Argenteuil, je côtoie beaucoup de personnes qui, malheureusement, ont subi de l'autocensure. Souvent, ils se disaient « Non, je ne suis pas prêt pour ça, je ne peux pas aller à ça, je ne peux pas aller à Sciences Po parce que, justement, je viens de milieux populaires. » D'accord. Mais pourtant, je pense qu'on peut tous y arriver. On a tous notre place. Vous commencez, vous me disiez, à 3 ans. À 3 ans. Les cours d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on fait quand on a 3 ans pour monter sa boîte, justement? Alors, à 3 ans et tout petit, on a plein d'idées. Nos enfants ont une imagination débordante, tout le monde le sait. Et l'objectif, c'est d'aider les enfants, les juniors, donc tout petits, à se rendre compte que leurs idées ont de la valeur. Donc, on va les encourager à avoir des idées, à comprendre le monde qui les entoure et à se dire que vous aussi, vous pouvez être acteur de la société et vous aussi, vous pouvez donner vie à vos idées. Donc, très petit, ça se matérialise, par exemple, tous les petits à 3 ans, le matin, quand ils vont à l'école, à la maternelle ou à la crèche, ils voient des camions poubelles passer. Et donc, les camions poubelles, les petits vont vous dire, des fois, c'est moche, ça pue, entre guillemets. Et on va leur dire, comment est-ce qu'on peut améliorer les camions poubelles? Et donc, les petits vont créer un camion poubelle fashion. Un camion poubelle tout rose, qui sent bon. Et en fait, on va les encourager à créer l'affiche publicitaire de leur concept de camion poubelle et apprendre à présenter leur entreprise. C'est revenir au téléphone, mais le téléphone qui fait que le téléphone, jusqu'à l'âge de 15 ans. Tout à fait. Smartphone, dumbphone. Le dumbphone, c'est le téléphone idiot, celui qui sert à téléphoner. Dumb, ça veut dire idiot, oui. Exactement. C'est la demande des parents.
c'est la demande des parents. Les parents ne veulent que cet outil qui permet de savoir où est l'enfant. Voilà, simplement. C'est un outil de sécurité. Ce qu'il est nécessaire, c'est un autre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une forme de paranoïa? On veut tout le temps avoir des enfants en sécurité, savoir où ils sont, etc., avec les privations de liberté que ça peut aussi occasionner. En revanche, il y a un truc qui est certain, c'est que le téléphone agile, le fameux smartphone, celui qui justement sait tout faire, comme Renaud l'a dit, en un clic de pression sur un doigt, avec un doigt comme ça sur un écran, ça, c'est pas possible. C'est pas possible quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Renaud vient de le dire, on ne peut pas maîtriser le monde avec on n'a pas la maturité pour cette accessibilité qu'on a simplifiée à l'extrême et qu'on ne sait pas juguler. On ne sait pas aujourd'hui, on le voit bien, c'est un échec. On a tout essayé de verrouiller, les contrôles parentaux, etc. Les âges. On tourne, les âges. Ça ne fonctionne pas. Certification d'identité, vous dites ça va être contourné. Bien sûr, donc on en revient à quoi? Simplement, l'idée c'est qu'on ne peut pas conduire un scooter avant 14 ans en France, ça a été déclaré comme tel, on dit voilà c'est 14 ans, avant 14 ans on ne peut pas. On a posé une loi. Qu'est-ce qui empêche de faire la même chose avec le smartphone? Mais il y a la police pour pouvoir conduire mon scooter dans l'espace public si j'ai moins de 14 ans, pour contrôler mon identité, contrôler mon âge. Si j'utilise le smartphone dans les toilettes du collège ou à l'abri de chez moi, finalement c'est compliqué, non? Sauf que regardez bien, c'est pas la police qui fait le travail, ce sont simplement les parents eux-mêmes qui s'autorégulent. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas aller acheter un scooter à un enfant de 12 ans alors que vous pouvez le faire légalement dans une concession et le mettre dessus. Par le simple fait que c'est interdit. Mais oui, exactement, c'est interdit. Et pire encore, que s'il y a des conséquences, tous les assureurs vous quitteront et vous tourneront le dos. Donc là encore, c'est le porte-monnaie. L'enfant va dire, mais je veux le scooter. Tu ne peux pas, ce n'est pas légal en France avant. Fin de la discussion à table, vous voyez? Donc si on avait posé clairement les choses comme ça, à mon avis, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Il y a beaucoup d'élèves qui vivent Sciences Po? Alors, oui, il y en a. Après, Ambition Campus est une association de Sciences Po, donc bien évidemment, il y a ce lien qui est naturel. Donc oui, il y a pas mal de lycéens qui vivent Sciences Po, mais ce n'est pas uniquement les seules voies. Parce que c'est important de montrer qu'il y a des nouveaux métiers, il y a d'autres métiers qui sont complètement inconnus. Moi, par exemple, je fais des études de marketing, de communication. Quand j'étais en terminale, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. C'était très loin pour moi. Après, Sciences Po, c'est une formation, on fait ce qu'on veut derrière, en gros. Exactement. C'est un label. C'est ça, c'est une filière plutôt pluridisciplinaire. Donc, en fait, une fois qu'on rentre à Sciences Po, les chemins sont plutôt ouverts et vastes. À part si vous souhaitez faire de la médecine. C'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué. L'un des pieds de votre méthode, on le disait, c'est l'orientation, avec des ateliers. En quoi consistent justement, Simon, ces ateliers? Alors, on essaye de vraiment leur donner les informations sur les différents ateliers, les différentes thématiques, comme l'orientation, la culture générale, la prise de parole en public. Par exemple, pour la prise de parole en public, on leur a appris à s'exprimer, à être persuasif, être convaincant, et aussi à se présenter. Parce que c'est très dur de se présenter pour un élève, alors que pour intégrer des écoles, parfois il y a des oraux, T'as une minute, Simon, tu peux te présenter. Alors, elle ou la caméra? Elle est là. Elle a la caméra. Je m'appelle Simon Aubertan, je suis en double licence éco-gestion et LEA, langue étrangère appliquée. Je suis un fan de volleyball. J'aime trop le volleyball. Le mec fait 2 mètres, tu m'étonnes. Comment vous arrivez justement à démystifier l'entrepreneuriat? Alors là, on s'adresse à un tout petit peu plus grand comme public, c'est ça? C'est mon premier livre, mais je compte bien en faire un pour les encore plus petits. D'accord. Et celui-là, il s'adresse aux 7 à 12 ans. Et donc, l'idée en fait de ce livre, c'est qu'il y ait une partie histoire pour susciter du coup l'imaginaire, permettre aux enfants d'être dans un univers où il y a 4 personnages qui ont comme projet à l'école de créer un projet du coup entrepreneurial. On les suit tout au long de l'aventure. Ensuite, du coup, il y a un petit quiz pour être sûr d'avoir bien assimilé les notions clés, des jeux, parce que l'entrepreneuriat, c'est amusant. Donc, il y a plein de jeux, de mots croisés, mais avec du vocabulaire entrepreneurial pour toujours stimuler la créativité. Par exemple, quoi? Business plan Exactement. Je peux peut-être vous montrer, mais on a, par exemple, là, un mot croisé, un mot avec des mots à retrouver sur l'empathie. Parce que ça fait aussi partie des valeurs entrepreneuriales. On n'est pas là juste pour véhiculer des idées capitalistes, mais on leur montre aussi les valeurs liées à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est répondre à un besoin, donc développer le sens de l'empathie. Et là, du coup, avec le mot mêlé, ils ont des mots à retrouver comme associé, fidéliser, valeur, client. Et toujours en s'amusant, ces notions-là sont ancrées dans la tête de nos petits. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci
Merci à Alice Pitavi pour la réalisation. Au son, c'est Alexis Oustabassidis, le maquillage Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Shirley, merci mille fois aussi pour à la fois les infos et la chronique. Vous revenez la semaine prochaine ? Lundi. Voilà, on est ravis de vous retrouver. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain. Ciao.